Nous passons actuellement au chapitre 7, l'apport de l'Égypte, de l'Éthiopie-Nubie, l'apport de l'Éthiopie-Nubie et de l'Égypte à la civilisation. Les Éthiopiens d'abord, les Égyptiens ensuite, selon les témoignages unanimes de tous les anciens, ont créé et porté à un degré extraordinaire de développement de tous les éléments de la civilisation, alors que les autres peuples, en particulier les Eurasiatiques, étaient plongés dans la barbarie. Les Grecs n'ont fait que reprendre et développer dans une certaine mesure les inventions égyptiennes tout en les dépouillant, en vertu de leur tendance matérialiste et de la capacité religieuse idéaliste qui les entourait. La rudesse de la vie dans les plaines eurasiatiques semble avoir développé d'une part l'instinct matérialiste des peuples qui y vivaient, tout en forgeant en eux une certaine morale. Autant les Égyptiens auront horreur du vol, le nomadisme et la guerre, autant ces pratiques seront considérées comme des valeurs morales de premier ordre dans les plaines eurasiatiques. Ne peut entrer au Valhalla, c'est-à-dire le paradis germanique, que le guerrier tombé au champ de bataille. Ne peut gagner la félicité chez les Égyptiens que le mort qui au tribunal d'Osiris aura prouvé qu'il n'a jamais commis de péché et qu'il a été charitable envers les pauvres, ce qui est à l'opposé de tout esprit de razzia et de conquête qui caractérise en général les peuples du Nord, que chassaient en quelque sorte leur pays déshérité par la nature. La Grèce adopte les divinités égyptiennes et les ravale au niveau de l'homme. Les facilités de la vie dans la vallée du Nil vont amener l'Égyptien à croire que les bienfaits de la nature lui tombent du ciel. Il finira par adorer ce ciel sous forme d'un être tout-puissant créateur de tout ce qui existe et dispensateur de biens. Son matérialisme primitif sera désormais un matérialisme transposé au ciel, un matérialisme métaphysique. Par contre, les horizons du grec ne dépassent jamais l'homme visible et matériel, vainqueur de la nature hostile. Sur terre, tout gravite autour de lui. Le but suprême de l'art est de faire sa copie exacte. Au ciel, on ne trouvera que lui, avec ses défauts et ses faiblesses terrestres sous la carapace de Dieu, que rien d'autre que leur force physique ne distingue du commun des mortels. Ainsi, quand le grec emprunte le dieu égyptien, qui, lui, est un vrai dieu dans toute l'acception du mot, pourvu de toutes les perceptions morales pouvant découler de la vie sédentaire, il ne pourra le comprendre et le conserver qu'en le ravalant au niveau de l'homme. Ainsi, le panthéon adoptif des Grecs n'est qu'une autre humanité. Le miracle grec à proprement parler n'existe pas, car il s'agit d'un processus d'acclimatation des valeurs égyptiennes en Grèce. On peut tout au plus dire que cette tendance au matérialisme qui caractérisa l'Occident était propice au développement de la science. Hérodote écrit, nous citons Hérodote, « Presque tous les noms des dieux sont venus d'Égypte en Grèce. Il est très certain qu'ils nous viennent des barbares. Je m'en suis convaincu par mes recherches. Je crois donc que nous les tenons principalement des Égyptiens. » Voilà ce que cite Hérodote. Lui-même reconnaît que tous leurs dieux viennent d'Égypte. Barbare qu'utilise ici Hérodote n'a pas de valeur péjorative. Pour les aïeux, pour la patrie, au Dieu des preux, au Dieu des preux, sous ta garde finie, prends nos droits, notre vie, au Dieu des preux. Un autre aspect, c'est que l'Égypte forme les 2 tiers des savants et philosophes grecs. Dès que les Grecs ont emprunté les valeurs égyptiennes, l'influence des steppes eurasiatiques et leur faible tempérament religieux ont influencé l'existence d'une science laïque, profane, enseignée publiquement par des philosophes également profanes. Au lieu que cette science soit l'apanage d'un corps sacerdotal qui la gardera jalousement sans la répandre dans le peuple pour la laisser se perdre avec les bouleversements sociaux. Ces profanes dispensaient des enseignements scientifiques et philosophiques dans des centres érigés en école. Aucune sainteté ne les entourait. Plutarque, dans Osis et Isiris, relate qu'au témoignage de tous les savants et philosophes grecs qui ont été élevés par les Égyptiens, ces derniers n'aimaient pas profaner leur science. Solon,
Thalès, Platon, Lycurgue, Eudoxe, Pythagore ont rencontré des difficultés avant d'être initiés par les Égyptiens. On parle des Égyptiens nègres bien sûr, des Égyptiens noirs. En plus de ces derniers qui sont allés étudier en Égypte, on ajoute Archimède, Ératosthène et la liste continue. L'Égypte était vraiment la terre classique où sont venus aller s'initier les 2 tiers des savants et philosophes grecs. À l'époque hellénistique, Alexandrie était le centre intellectuel du monde, où se trouvaient réunis tous les grands savants grecs dont on parle maintenant pour pouvoir étudier les savoirs nègres, les savoirs égyptiens qui ont été sanctionnés par le temps. Pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, les pour les aïeux, pour la patrie. Pour le drapeau, pour la patrie. L'architecture grecque a ses origines en Égypte. Les monuments gréco-romains ne sont que des miniatures auprès des monuments égyptiens. On sait que Notre-Dame de Paris, avec ses tours, entrait aisément dans la salle hypostyle du temple de Karnak. Le genre de fable typiquement nègre ou couchite, comme l'écrit le Normand, qui consiste à mettre les animaux en scène, a été introduit en Grèce par le nègre égyptien Ésope, inspirateur des fables de La Fontaine. Hérodote avait déjà reçu de la bouche des prêtres égyptiens des renseignements relevant l'essence mathématique de la grande pyramide dite de Khéops. Les mathématiciens y ont relevé la valeur exacte de pi, 3,14, la distance moyenne du Soleil par rapport à la Terre, le diamètre polaire terrestre. On pourrait prolonger la liste. L'abbé Moreau, à propos de la grande pyramide, écrit qu'il ne s'agit pas, je le cite, il ne s'agit pas du commencement tâtonnant de la civilisation et de la science égyptienne, mais plutôt du commencement d'une culture parvenue à son apogée et qui, sur le point de disparaître, avait voulu en un geste suprême d'orgueil léguer aux civilisations d'après un témoignage hautain de sa supériorité. Voilà ce que l'abbé Moreau affirme en fonction de la grande pyramide. Mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Alors, on se pose donc une question. Pourquoi chercher à oublier l'Égypte en mettant l'accent sur la Grèce? L'origine égyptienne de la civilisation et le large emprunt que la Grèce fit à celle-ci étant une évidence historique, on peut se demander avec Amélino pourquoi, en dépit de ces faits, on met l'accent sur le rôle joué par la Grèce tout en passant de plus en plus sous silence celui de l'Égypte. La vérité, c'est que l'Égypte est un pays de nègres et la civilisation qui s'y est développée est due à des nègres. Toute thèse visant à prouver le contraire ne saurait avoir un lendemain. Les protagonistes des thèses contraires à ce fait le savent. En disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui, principalement en Égypte noire, qui ont inventé les premiers les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'agriculture, les techniques, l'écriture, l'architecture, que ce sont eux qui ont les premiers élevé des édifices de 6 millions de tonnes, c'est-à-dire la grande pyramide, en tant qu'architectes et ingénieurs, et non seulement en tant qu'ouvriers, que ce sont eux qui ont construit l'immense temple de Karnak, cette forêt de colonnes, avec sa célèbre salle hypostyle où entrait Notre-Dame de Paris avec ses tours, que ce sont eux qui ont sculpté les premières statues colossales, Colosse de Memnon et autres. En disant tout cela, on ne dit que la modeste et stricte vérité que personne, à l'heure actuelle, ne peut réfuter par des arguments dignes de ce nom. Dès lors, le nègre doit être capable de ressaisir la continuité de son passé historique national, de tirer de celui-ci le bénéfice moral nécessaire pour reconquérir sa place dans le monde moderne, sans verser dans les excès d'un nazisme à rebours. Car la civilisation dont il se réclame peut être créée par n'importe quelle autre race humaine placée dans un berceau aussi favorable, aussi unique que le sien.